Allez, Clara Blond, on y va. Jésus dit un mot, Jésus dit un mot. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre page est restreinte, donc partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, on va marcher très fort. Herman Yao, Fédéral Sankara, merci infiniment. Partagez la vidéo au maximum. Nous allons marcher très fort. Très fort. Moi, les gars, vous pouvez carrément. Merci beaucoup, la toute-puissante chantre de l'Éternel. Elle se nomme Clara Blond. Voilà, une dame que j'aime bien. Il y a un morceau également que tout le monde a adopté. Franchement, c'est un cantique qui est très fort. Alors, soyez tous salués. Je suis donc le 001. Partagez, hein. Vous savez que notre page est déjà restreinte. Je suis restreint pour 30 jours. On m'a fermé la page. Quand on dit la restriction, pour l'instant, ça veut dire que la page n'a pas la possibilité de mettre un peu plus loin. Donc, elle est restreinte. Donc, tout ce qui passe dans le fil d'actualité, il est jusqu'au bas du fil d'actualité. Ce qui fait que quand vous êtes en live, personne d'autre ne voit. Donc, vous qui êtes là, partagez au maximum dans plusieurs groupes, de sorte qu'au moins les gens savent que voilà, je suis là. Sinon, je suis là. Alors, qui me dit donne les nouvelles encore? Bon, j'espère que ce n'est pas une injonction. Hein. Sinon, si c'est une injonction, on va faire par là. Herman Yao, sois salué.
Pardon, arrête de m'appeler, s'il te plaît, je suis en live. Voilà, Elman Yao, je te salue, le tout-puissant secrétaire général de la Chambre nationale des activistes, voilà, Pro-Soro de Côte d'Ivoire, soit salué. Je voudrais saluer tout le monde. Nazielou, la seule gourotte. Nazielou, la seule gourotte. Nazielou, la seule gourotte qui nous reste. Sanogo Abdul Bemba, soit salué. Oui, tout le monde est restreint, hein, je vous le dis honnêtement. Vous savez, quand nous on fait les lives, c'est 500, 800 voix, 800 mais je suis restreint pour un mois. Ça veut dire que je peux être en live, tu peux ne pas voir. C'est ça aussi Facebook. On veut nous fermer le bec, mais on s'arrange quand même pour pouvoir apparaître sur les réseaux. Donc, Nazielou, Douchka Pakora, soyez salués. Marchez, partagez la vidéo parce que quand je vais marcher très fort. J'ai de très belles choses à vous dire aujourd'hui. Ça crie, ça bavarde, ça fait du vuvuzela, mais au fond, je vais vous expliquer. Donc, marchez, écrivez fédéral marche, et puis je vais courir très fort. Voilà, c'est ça qui est mon leitmotiv. Donc, tout le fédéral 001 et les marcheurs, soyez salués. Je vous salue tous. Voilà. Alors, je vais aller rapidement sur la déclaration du président Guillaume Soro à la suite donc, mais ne décrochez pas parce que je vais aller dans le fond. Je vais aller dans le fond. Nous allons parler essentiellement des accords militaires qui ont été définis au niveau entre le Cameroun et la Russie. Mais nous allons revenir donc brièvement sur l'actualité sociopolitique au niveau de la Côte d'Ivoire avec tout le bruit qu'il y a autour relativement à la nomination de Kone Meile, comment il s'appelle là, hein, le nouveau président de l'Assemblée nationale de Dramane Ouattara. Et puis, voilà, nous allons revenir sur ce pourquoi il y a eu ces nominations express et quel est donc l'incident. Et je parle de tous ceux qui sont en France. Quel est donc l'incident des élections à venir sur Abidjan? Vous devez savoir ça, vous devez savoir. Je vais marcher très fort. Voilà. Moi, je viens pour marcher fort, donc je vais marcher. Voilà. Soyez tous salués. Douchka Pakora, Florentine Tano, soyez salués. Je salue tout le Togo que j'aime beaucoup, voilà, à qui je fais beaucoup de coucou. Voilà, Mimi Fédéral, soit salué. Merci infiniment d'être là et d'être toujours à nos côtés. Merci infiniment. Je lis rapidement la déclaration du président Guillaume Soro suite donc à l'annonce qui a été faite relativement aux deux nominations. Donc Patrick Hachi qui est reconduit et Meile Kone, qui est donc l'ancien directeur de cabinet Guillaume Soro, au niveau donc de la primature, qui brigue, je veux dire, un poste nominatif donc en qualité de premier vice-président, en qualité de vice-président en Côte d'Ivoire. Je vais vous faire rapidement lecture de la déclaration et puis ne décrochez pas parce que je vais marcher très fort. Donc soyez scotchés. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vois assez de têtes de mort, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Alors, je lis ici, j'ai sous moi ici la déclaration du président Guillaume Soro, vous pouvez la retrouver sur sa page, mais je la lis rapidement. Peut-être que je vais faire un commentaire, mais on ne sait jamais. Alors, c'est une déclaration donc qu'il a faite aujourd'hui. Il dit, je la lis, hein, au double plan personnel, donc c'est une appréciation qu'il fait par rapport à la nomination de Kone Meile Tiemoko en qualité donc de vice-président. Alors, il dit, au double plan personnel et symbolique, je suis ravi de voir mon ancien directeur de cabinet et ministre, M. Kone Tiemoko Meile, être valorisé. J'ai eu autrefois à apprécier avec entière satisfaction ses qualités. Alors, donc il faut comprendre déjà qu'il y a combien de paragraphes? 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Dans une petite annonce, il y a eu 5 paragraphes. Alors, le premier niveau des paragraphes, déjà, c'est la reconnaissance du mérite de technocrate qu'il est. Donc, il y a cette facilité de détection de talent. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça veut dire que le leader, quand on est leader,
Un leader, c'est celui-là donc qui a cette capacité d'adaptation, mais qui a aussi cette facilité de détection de talent. Alors, Kone Temoko Meile, c'est un technocrate hors pair et donc c'est quelqu'un qui a eu à servir aux côtés de Guillaume Soro. Et c'est ce qu'il dépeint ici. Et ça, c'est le premier paragraphe. On revient en second lieu. Il dit, au plan politique, vous connaissez tous ma position concernant le troisième mandat de M. Ouattara. De M. Ouattara. De M. Ouattara. OK. Pour moi, c'est une question principielle. C'est une question principielle. Ça veut dire que c'est une question de principe. On est d'accord que l'article 55 de la Constitution de Côte d'Ivoire a donc été violé. Et donc, Draman a dû s'autoproclamer, on va dire, à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, par principe, à la conviction politique qu'il défend, pour lui, Draman n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il fait ressortir ici. Il dit, c'est une question principielle. Je n'ai pas adhéré au viol de la Constitution de notre loi fondamentale. En troisième partie, il dit, il aurait été préférable que M. Ouattara sollicita la candidature de M. Kone Meile à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Voilà, nous avons plus de 300 morts dans le cadre du troisième mandat. Alors, si Kone Meile Timboko avait donc été choisi pour être le cheval de bataille du RDR, on ne serait pas arrivé jusqu'à autour de 3000 morts et 300 morts. Alors, il poursuit pour dire, la Côte d'Ivoire aurait pu ainsi éviter la crise post-électorale. Des centaines de vies auraient été sauvées. Et les Ivoiriens vivraient sans doute en paix. C'est ce que je viens tantôt de dire. Benzo, Bonsaï, soit salué, on est ensemble. Écrivez Fédéral Marche seulement. En tout état de cause, gardons le cap de bien commun de la Côte d'Ivoire, le dialogue, la paix, le rassemblement et la réconciliation. Telle est ma conviction et telle est mon espérance pour notre pays. Signé Guillaume Kibafouri Soro. Voilà donc une déclaration à chaud par rapport donc à la nomination de Tiemoko Meile Kone. Voilà. Et donc c'est une déclaration qu'il fait à chaud. Vous devez comprendre déjà que pour lui, ce n'est pas un fait nouveau et qu'il a eu cette possibilité de déceler en lui un certain nombre de valeurs, de qualités. Et c'est pourquoi il a mis à ses côtés en tant que directeur de cabinet. Et c'est ce que je voudrais dire aussi à tout l'ensemble de tous les différents leaders. Un leader, c'est celui-là qui ne rejette pas. Un leader, c'est celui-là qui rassemble autour de sa personne des personnes. Je veux dire des personnes de ressources qui puissent effectivement contribuer au bon fonctionnement de sa politique, au bon fonctionnement de son programme. C'est ça aussi un leader. Un leader, il ne rejette pas. Un leader, il contribue effectivement à l'ascension sociale, politique, peu importe, mais de toutes les personnes avec lesquelles il travaille. Mais surtout, la qualité de détection de talent, c'est important. Et quand je vais tomber un peu dans le sport, tout à l'heure, vous avez vu le COMEX de Didier Drogba, le comité exécutif de Didier Drogba. Mais quand vous voyez dans le COMEX de Didier Drogba, c'est des personnes valeureuses, des personnes de ressources, des personnes qui accumulent au moins 10 bonnes années d'expérience dans leurs différents domaines d'activité. Alors, c'est ça aussi, un leader. Donc, tout à l'heure, quand Guillaume Soro révèle ici, dans le premier paragraphe, en montrant le fait déjà que Tiemoko Tiemoko déjà avait été celui-là qui avait été déjà choisi par Guillaume Soro dès le début en tant que directeur de cabinet. C'est ça aussi un leader. Voilà. Il ne faut pas être un leader pour faire ombrage à l'ascension de certaines valeurs autour de soi. Donc, Guillaume Soro dit ici que par principe, Guillaume Soro déjà dit que par principe, il ne saurait donc violer ses convictions personnelles relativement à la question du troisième mandat. Sinon, la question de Tiemoko, lui, c'est des choses qu'il avait déjà compris. Et d'ailleurs, il se félicite aujourd'hui que ce cadre-là, aussi important, ait pu soit aussi valorisé. Métambou
Il dit quoi? Je salue et je soutiens Idriss. Toi, ton affaire d'Idriss là, il là, faut te calmer à ton affaire d'Idriss là. Faut pas mettre l'affaire d'Idriss là ici. Sinon, on amène à quel hein? Faut pas faire ça. On est ensemble. Metambou Traoré, le président de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, soit salué. Merci infiniment. C'est ça. Merci infiniment. C'est que sur le 23, on se donne rendez-vous le 23. DD11, on est ensemble. Je vais maintenant aller là où écrivain fédéral marche. Et puis maintenant, je vais marcher. Alors, Guillaume Soro a fini de parler. Les nominations donc ont été faites, Guillaume Soro finit de parler. Mais bien avant cela, vous devez comprendre, parce que je ne peux pas aller vous parler de l'accord militaire qui vient à l'instant d'être paraphé entre le Cameroun et la République fédérale de la Russie si je n'arrive pas à vous expliquer certaines implications au niveau international relativement au conflit ukrainien. Voilà, c'est des choses que vous devez maîtriser aussi. Hein? Voilà, parce que ne tombons pas comme ça, un coup dans une situation, si on n'arrive pas à remonter la chaîne et puis comprendre, je veux dire, les mobiles politiques au niveau international. Chers amis, ce que vous voyez au Cameroun, il y a une similitude qui est en train de se passer au niveau international. Je vous dis ici, et vous le savez aussi bien que moi, la crise ukrainienne qui est en train de se dérouler actuellement, nous, en tant que panafricanistes, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous, en tant qu'observateurs politiques, pourquoi on s'implique dans le déroulement de la crise qui se passe en Ukraine, surtout qu'on n'est pas blanc. Flo du Burkina, ah d'accord. Surtout qu'on n'est pas blanc, on n'est pas européen, mais pourquoi on s'invite dans le débat? Quel est donc l'intérêt pour nous à s'inviter dans le débat ukrainien et dans la crise ukrainienne? C'est ce que vous devez savoir. C'est d'où hein, cette histoire. Alors, vous savez très bien, depuis l'avènement de la crise, avec toutes les différentes sanctions qui ont été donc votées contre la Russie, et vous avez vu en premier lieu au niveau des États africains, la Côte d'Ivoire était celle-là même déjà qui s'est invitée dans le débat à travers un certain nombre de sanctions. Mais vous avez vu le durcissement aussi de ton de façon stratégique d'abord et de façon, je veux dire, de façon globale, la réplique de Vladimir Poutine en balisant tout du point de vue économique avec l'Europe, en demandant désormais que tous ceux qui devaient acheter à un moment donné le gaz, le pétrole et autres, ils devaient l'acheter en roubles. Et où je vous parle, ça contribue effectivement à diminuer, à baisser de façon subséquente la valeur de l'euro, la valeur du dollar, qui était devenu à un moment donné des monnaies supra-internationales. Vous payez le gaz chez moi, vous payez le pétrole chez moi, mais attention à ma propre monnaie, le rouble. Alors, quand vous prenez anciennement un seul euro, un seul dollar, il faisait pratiquement 150, voire plus de 150 roubles. Aujourd'hui, on vous parle, un seul dollar, il fait autour de 179 roubles, et du moins 79 roubles. Donc, vous voyez qu'il y a une forte croissance de la valeur du rouble, en train de monter en puissance. C'est une stratégie, effectivement, pour asphyxier économiquement l'Europe et avec elle toute la grande France. Écoutez-moi très bien. Et donc, Vladimir Poutine est en train de monter en puissance. Il est en train d'agenouiller l'économie européenne. Surtout, vous le savez tous ici, c'est une question de notoriété publique. 40% des exportations, je veux dire, des importations européennes proviennent essentiellement de la Russie. Alors, voyant cela, lui, il fait aussi du chantage, mais de façon économique. Et vous voyez que ça va créer une crise alimentaire sans précédent dans les États européens, notamment au niveau de la France, puisque c'est la France qui nous intéresse le plus, notamment au niveau de la France. Écoutez-moi très bien. Avant de revenir au Cameroun, il faut que je vous explique certains faits. Voilà. Alors, au niveau donc de la classe politique française, et c'est pourquoi je parle à tous ceux qui sont en France, qui sont susceptibles d'aller voter le 24 là, c'est à vous que je parle.
Tous, c'est à vous là que je suis en train de parler. Alors, au niveau donc de la classe politique française, il va y avoir une sorte donc de séparatisme, effectivement. Une bonne partie de la classe politique française qui est donc conservatrice, qui est beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron, et une autre qui condamne naturellement la Russie par rapport à son invasion. Eux, ils appellent ça invasion en Ukraine. Et vous allez avoir une autre frange donc de la classe politique qui se réclame du Front National de, comment il s'appelle, de Marine Le Pen. Dont le père Jean-Marie Le Pen, mais Marine Le Pen naturellement. Qui dit il faut naturellement un renforcement des accords de coopération bilatérale avec la Russie. Et vous sentez effectivement une Marine Le Pen en train de monter en puissance parce qu'elle entretient des liens de coopération déjà amicales avec la Russie, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà depuis son père. Est-ce que vous suivez très bien? Depuis déjà son père, Marine Le Pen entretenait déjà des accords de coopération bilatérale avec la Russie. Et que Marine Le Pen est montée plusieurs fois au créneau. J'ai des vidéos ici que je vais vous présenter. Marine Le Pen est même montée au créneau pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec les sanctions imposées à la Russie. Est-ce que vous suivez très bien? Les sanctions imposées à la Russie. Alors, comme elle le dit, qu'elle a toujours alimenté, je veux dire, ses relations, vous savez ce qui est en train de se passer. Et c'est à vous que je parle, le 24, le dimanche 24, c'est à vous que je parle. Les susceptibles, les potentiels électeurs, surtout les Noirs, qui constituent quand même, je veux dire, une bonne masse électorale au niveau de la France. Il faut savoir faire le bon choix. Le choix qui est judicieux, il faut savoir le faire. Et donc, sachant cela, Vladimir Poutine va commencer à alimenter les débats au sein donc de la classe politique française par un soutien direct de Marine Le Pen. Ah oui. Il va commencer à soutenir Marine Le Pen en France. Je tiens ici à vous préciser, il y a beaucoup qui ont été déçus par Marine Le Pen, surtout sur sa politique par rapport à l'immigration. À ce niveau, il faut rester calme parce qu'elle a dit que c'est un projet de loi qui sera soumis par voie référendaire. Donc, ce n'est pas un truc qui va passer de façon systématique, mais il sera soumis par voie référendaire. Et quand il va y avoir une adoption globale de ce projet de loi au niveau du Parlement, à ce moment, il pourra passer. Mais ce n'est pas un projet systématique. Donc, à ce niveau, il ne faut pas trop s'inquiéter pour dire non, tous les étrangers seront balayés, comme elle le disait un peu lors de certaines allocutions. Non, ça ne sera pas un projet systématique. Il sera soumis par voie référendaire. Alors, Vladimir Poutine soutient Marine Le Pen. Parce qu'il a compris qu'il faut aller dans le cadre d'un changement de paradigme. Lui, aujourd'hui, est en train d'opter pour, non pas pour un monde unipolaire qui est défendu par l'hégémonie occidentale, qui est donc dirigé par les États-Unis. Il faut aujourd'hui aller à une sorte d'un monde multipolaire où l'exercice des droits et des libertés fondamentales est un fait qui est donc acquis à tout État. Donc, nous allons passer d'un monde multipolaire, et du moins unipolaire, c'est-à-dire qui est dirigé de main de fer par l'Occident, et nous allons passer dans un monde multipolaire. Marine Le Pen est avec cette logique-là. Elle soutient très bien cette logique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc permettre, écoutez-moi maintenant très bien, il faut donc permettre à ce que Marine Le Pen, qui est donc beaucoup plus proche du Kremlin, permette à ce que Marine Le Pen puisse accéder pour la toute première fois dans la République française, puisque vous savez que la France a une tradition qui est ferme, qui est telle qu'une femme n'a jamais pu être présidente en France, et ce n'est pas possible. Mais pour la première fois, les Français décident donc de porter leur choix, de porter directement leur choix sur une femme qui sort donc de l'ornière, mais une femme qui est donc Marine Le Pen. Est-ce que vous suivez? Et donc, Poutine, qui est en train d'alimenter les débats, va miser essentiellement sur Marine Le Pen. Et donc,
il faut que le vendredi, et du moins le dimanche 24 là, Marine Le Pen puisse être portée à la tête de la République française. Cette fille mondiale, soit saluée, mon ami et frère. Il faut que Marine Le Pen soit donc portée à la tête de la République française. Et si, attendez, pour ne pas qu'on vous pensez que je suis en train de jouer, je vais vous présenter d'abord certaines vidéos qui montrent comment Marine Le Pen est engagée avec la République fédérale de la Russie. Juste une vidéo. Il ne faut pas que je parle en vain. Vous allez voir. C'est une compilation de vidéos. Hein. Une compilation. Presque partout où elle a eu l'occasion de prendre la parole, elle a chaque fois apprécié la Russie. La Russie, la Russie. C'est que Emmanuel Macron et toute sa clique ne comprennent pas. Parce qu'ils disent que la Russie est un pays, je veux dire, terroriste. La Russie est un pays qui est donc aux antipodes des libertés individuelles à travers donc, dans un premier temps, en 2014 par l'annexion de la Crimée et qu'aujourd'hui, la Russie est en voie de faire disparaître l'Ukraine. Donc, la branche d'Emmanuel Macron ne gobe pas cela. Est-ce que vous suivez? Écoutez ici Marine Le Pen dans ses prises de parole officielles. Écoutez. Nous souhaitons la victoire de Vladimir Poutine. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. J'ai de l'admiration pour Vladimir Poutine parce qu'il a réussi à mettre au pas les oligarques. Il a émergé un nouveau monde dans ces dernières années. C'est le monde de Vladimir Poutine. Une candidate à l'élection présidentielle qui s'engage à œuvrer pour une levée des sanctions européennes contre Moscou. Voilà. Vladimir Poutine ne peut qu'approuver. Je pense qu'il représente aussi une nouvelle vision. Vous devez aujourd'hui 8 millions d'euros à une société russe détenue par d'anciens militaires russes et qui sont, dit-on, proches de Poutine. Cette dette, est-ce qu'elle explique votre indulgence vis-à-vis de la Russie et est-ce qu'elle est compatible avec une candidature à la présidentielle et a fortiori avec une présidente qui serait élue? Les premières mesures que je prendrais vis-à-vis de la Russie, ce serait de réfléchir à la levée des sanctions, bien entendu. Voilà. C'est le début d'une relation fructueuse entre les différentes instances politiques russes et le Front National. Évidemment, tout ça nécessite quand même une mesure première, c'est celle de lever de part et d'autre les sanctions. La Russie est un grand pays, il n'y a absolument aucune raison de la mettre au banc de la vie internationale. Oui. Je ne crois pas à une invasion russe en Ukraine. Je Merci. ne crois pas du tout que la Russie ait le souhait d'envahir l'Ukraine. Oui. Moi, je ne vois pas une seule bonne raison, encore une fois, pour mener une forme de guerre froide à la Russie. Oui. Vous pensez à une Mais je invasion possible? Non, mais je ne le crois pas du tout. Je vois vraiment pas ce que les Russes feraient en Ukraine. L'Union européenne a considéré la Russie comme un ennemi. Moi, je pense que la Russie est un pays européen. Je pense que les États-Unis doivent aussi faire en sorte de ne pas faire une forme de provocation. On a l'impression Voilà. qu'on met à équidistance Moscou et Washington. Exactement. Mais c'est nouveau. À équidistance. Mais c'est nouveau. Non mais il n'y a pas un allié plus proche que l'autre. Il y a une démocratie, une dictature simplement aussi. Non, mais il y a quand même des élections en Russie. Bien sûr que nous Ok. souhaitons la victoire de Vladimir Poutine. Vous voyez, hein? Vous voyez nettement. Vous devez comprendre, hein? Vous devez comprendre. Vous voyez nettement les prises de position de Marine Le Pen. Tout à l'heure, on a dit qu'elle doit pratiquement 8 millions d'euros à une banque russe. C'est une façon subtile. Ça veut dire que c'est des financements importants qu'elle a reçus même dans le cadre de sa campagne. Mais pourquoi aujourd'hui, il faut que Marine Le Pen prenne la tête de la France? Vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, la France qui est pratiquement non seulement membre de l'Union européenne, mais qui est aussi à la tête donc, de l'Union européenne, la France, à un moment donné, comme ça s'est passé en Syrie, où les États-Unis ont abandonné la France dans le conflit syrien, à un moment donné, la France s'est sentie en minorité et la Russie était obligée de prendre le dessus de la situation. C'est la même stratégie, le même schéma qu'on va vouloir infliger à l'Occident, donc aux États-Unis, lorsque Marine Le Pen prendra la tête de la République française, va demander à ce qu'il y ait une levée de toutes sanctions contre la Russie et donc va laisser
les États-Unis dans le conflit au niveau de l'Ukraine. À un moment donné, vous allez voir que les États-Unis vont se sentir en minorité et donc la Russie, tranquillement, pourra avoir une marge de manœuvre beaucoup plus considérable. Alors, partagez la vidéo, hein. Invitez vos amis. Alors, voyons déjà cela. Voyons déjà le changement de paradigme en train de venir, le changement de paradigme en train de venir, puisque Vladimir Poutine va user effectivement de Marine Le Pen pour pouvoir régler un certain nombre de comptes en Afrique, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, voyant de là cela, vous avez pu voir de façon aussi express, au niveau d'Abidjan, comment on va dire ça, des accords. Il va tenter, vous allez voir au niveau d'Abidjan, Alassane Ouattara va tenter de tisser des partenariats avec le Togo. Il fait venir Faure Gnassingbé à Abidjan et avec lui, il veut nouer un certain nombre, parce qu'il est actuellement en voie de s'approprier certains alliés. Celui qu'il vise au niveau du Togo. Et ce qu'il oublie, c'est que même le Togo a une relation beaucoup plus étroite avec le Mali. Vous vous rappelez très bien, lorsqu'il y a eu les sanctions qui sont tombées sur le Mali, le Togo a été le seul pays, parce que vous savez, les Togolais, ils sont un peu ambivalents. Et donc, le Togo a été le seul pays à ne pas avoir appliqué les résolutions relativement aux sanctions sur le Mali. Donc, ce n'est pas un pays même avec lequel il faut pouvoir traiter. Alors, vous voyez tout ce que le Mali est en train de faire. Il profite, il est en train de s'acheter des armes. Il y a eu une flotte d'aviation qui a été donc achetée en Côte d'Ivoire. Paténé Birahima et toute sa clique, ils ont profité pour s'armer en conséquence. Parce que qu'est-ce qu'ils comprennent? Le vent qui est en train de souffler avec, je vous dis, avec l'élection de Marine Le Pen à la tête de la République française, ça va contribuer à changer le paradigme au niveau même, d'abord la Côte d'Ivoire. Puisque le premier pays qui sera le plus visé, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez très bien? C'est la Côte d'Ivoire qui sera visée. C'est pourquoi il faut jeter tout le dévolu sur Marine Le Pen, qui sera déjà un moyen pour exercer un type de pression directe sur Abidjan. C'est pourquoi vous voyez en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est, où je vous parle, en train de s'armer, en train de reconstituer sa milice. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Parce qu'il s'attend, bien entendu, à ce que, au niveau des colonies françaises, notamment au niveau de, comme ça s'est passé au niveau de, comment on appelle ça, de la Centrafrique, et aujourd'hui du Mali, il y a ce qu'on appelle un démantèlement des colonies françaises. Un démantèlement même du pouvoir, c'est-à-dire que du néocolonialisme français dans les États africains aujourd'hui. Donc ce démantèlement est en train de se faire à partir donc de l'influence russe. Et ils voient ça venir. Alors, pourquoi, avant que je ne poursuive là, pourquoi vous avez vu systématiquement, un coup on parle de nomination, du coup il commence déjà à nommer des personnes. C'est dû au fait que, vous vous rappelez, la toute dernière fois, le président Laurent Gbagbo était à Mama. Il avait fait une déclaration où il a dit que la Côte d'Ivoire est en train de vivre une sorte de surendettement. Je ne vais pas revenir sur certains aspects où vous savez que lorsque Gbagbo arrivait, il avait contacté une dette de près de 700 000 milliards de nos francs. Et que cette dette a été pratiquement épongée avec la guerre. Il y a eu 200 000 milliards qui ont été donc restés dans les caisses de l'État. Alors, lorsque Gbagbo parle de cette façon, ça attire beaucoup plus les projecteurs. Et comme la crise qu'est en train de vivre, la crise ukrainienne que nous sommes en train de vivre a pour corollaire, ça veut dire que, a comme conséquence sur l'économie de l'État de la République française, et que par ricochet, ça va s'abattre au niveau de la Côte d'Ivoire, on fait pression sur Alassane Dramane Ouattara pour lui demander de diminuer drastiquement le train de vie des membres du gouvernement. Il faut diminuer de façon drastique le train de vie des membres du gouvernement. Voilà comment, puisque la France n'est plus aujourd'hui, oui, je suis en train de vous parler, en droit, donc en possibilité de pouvoir juguler la crise économique qui est en train de s'abattre. Je vous le dis, c'est une crise économique qui est en train de jouer pleinement sur la France. Et donc, il faut demander à Alassane Dramane Ouattara de pouvoir diminuer de façon drastique le train de vie
des membres du gouvernement. Voilà comment vous voyez que de 40 ministres, il dit pouvoir passer à une trentaine de ministres. Mais au fait, c'est des personnes qui seront mutées ça et là dans d'autres départements. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et donc, chers amis, vous devez comprendre la logique qui va se passer, c'est quoi? Toutes les fois que Marine Le Pen accède à la tête de la République française, elle sera donc utilisée pour que, au niveau des États, ceux qui se sont même moqués de la Russie, comme la Côte d'Ivoire, qui se sont même moqués de la Russie, comme la Côte d'Ivoire, seront les premiers pays à être touchés dans le cadre donc du changement de paradigme. Et donc, voyant cela venir, mais qui est fou? Aujourd'hui, la Russie se présente comme un partenaire privilégié en matière donc de sécurité au niveau mondial, parce qu'elle a fait pratiquement ses preuves au niveau de la Centrafrique, avec le conflit centrafricain. Et donc, vous voyez l'effet, l'impact de la présence russe au niveau du Mali. Je ne vais pas revenir sur cela. Depuis 2013, lorsqu'il y a eu la crise, déjà avec la présence de Barkhane, déjà, vous avez pu voir que rien n'a été fait autour de près d'une dizaine d'années. Mais en 6 mois simplement de présence russe, vous voyez déjà, les effets sont nettement perceptibles. Les effets sont nettement appréciables sur le terrain. Il y a une nette progression de l'armée malienne sur le terrain. Vous le voyez déjà par la production de certains rapports de l'armée malienne. Des villes qui sont reprises aux mains, donc qui sont sous le contrôle de l'armée malienne, vous voyez qu'il y a une nette progression. Alors, qui est fou? Les gens ont déjà vent. Et les derniers sondages, ça c'est clair, les derniers sondages qui viennent affichent déjà Marine Le Pen. Donc, les sondages qui viennent déjà affichent Marine Le Pen à la tête de la République française. Mais qui est fou? Et comme on voit cela, et que Marine Le Pen, c'est le pion essentiellement de la Russie, Paul Biya, qui vit une crise sans précédent par la sécession de son pays, une bonne partie qui est dirigée par la partie anglophone, qui est un conflit qui date depuis, je crois, il y a plus d'une dizaine de choses, plusieurs décennies déjà, mais qui a pris forme depuis déjà 2016 et qui s'est intensifié depuis 2017. Vous avez vu des morts en cascade dans cette partie-là. Les raisons, bon, vous le savez tous, c'est des questions géopolitiques, hein, c'est des raisons géopolitiques, parce que la partie anglaise a compris, a estimé qu'à un moment donné, elle n'était pas prise en compte dans les cercles d'influence, voilà, des nominations qui étaient faites, et eux, ils étaient beaucoup marginalisés. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, il y a toute une instrumentalisation du néocolonialisme français derrière cette histoire. Et c'est ce que les Paul Biya ont compris. C'est vrai, ils ne pouvaient pas se défaire de cet engrenage dans un premier temps parce qu'eux-mêmes, ils sont issus, leur pouvoir, ils tiennent leur pouvoir, je veux dire, à une bonne substance du néocolonialisme français. Et donc, ils ne pouvaient pas se séparer. Maintenant qu'il comprend qu'il va y avoir un changement de paradigme au niveau international, mais qui est bête? Il va y avoir un changement de paradigme au niveau international et que la Russie aujourd'hui a une même mise. La Russie a commencé, je vous ai dit plusieurs fois dit que depuis qu'il y a eu le sommet de Sochi, c'est pourquoi je voudrais ici saluer Nathalie Yamb, qui a donc pris la peine de participer à ce sommet, depuis la tenue du sommet de Sochi, qui a vu la participation de plus d'une quarantaine de chefs d'État, d'importantes résolutions ont été prises, où la Russie a affiché haut et fort son ambition de réinfiltrer le secteur de l'économie au niveau donc de l'Afrique. Donc les ambitions sont affichées. Et le changement de paradigme dans nos différents États africains va se faire avec la Russie. Mais qui est fou? Paul Biya, voyant cela, il n'est pas fou. Paul Biya, voyant cela, il n'est pas bête. D'habitude, vous avez, comme pour habitude, comme je le dis, de critiquer et de dire que dans les différents États en Centrafrique comme au Mali, il y a la présence de groupes militaires privés qu'on appelle Wagner, le fameux Wagner. La Russie,
le Cameroun, cette fois-ci, va envoyer qui? Son ministre des Affaires étrangères. Je vais vous faire lecture du machin, rapidement. Ne décrochez pas. Hein. Le Cameroun va donc dépêcher son ministre des Affaires étrangères. Pardon. Va donc dépêcher son ministre de la Défense. Je vais vous faire lecture du document tout à l'heure. Va donc dépêcher son ministre de la Défense le 11 avril. Il dit va parler avec Sergueï Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui est beaucoup plus proche de Vladimir Poutine, un homme de main de Vladimir Poutine. Va avec lui, il faut paraffer tous les accords de défense possibles pour que cette bonne partie, la Onifleur, ma maman, soit saluée. Pour que cette bonne partie du Cameroun, qui est aujourd'hui dirigée par la partie anglophone, pour qu'elle puisse nous être restituée. Il envoie son ministre des Affaires étrangères, son ministre de la Défense. Donc suivez ici. Et ça, c'est Jeune Afrique qui le publie, hein, parce que ce sont eux-mêmes leurs médias. C'est Jeune Afrique qui le publie. Le Cameroun et la Russie ont signé ce 12 avril un nouvel accord de coopération militaire. Marquons un point ici. Vous savez, la Russie, là, ils ne peuvent pas faire une intervention militaire musclée dans un pays s'il n'y a pas un accord militaire qui a donc été paraphé. Ne me ramenez pas sur, comment on appelle ça, avec le président Laurent Gbagbo à l'époque, pour dire non, Gbagbo a payé fusil en Russie, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Ils ne sont pas intervenus simplement parce qu'il n'y avait pas d'accord. C'est un marché d'achat de fusils, point barre. Il faut faire venir du personnel pour le renforcement des capacités militaires, des choses, et puis après on retourne. Mais accord de défense, accord militaire, ça n'existait pas. Les premiers accords que nous avons paraphés à la France datent depuis 1960. Donc voilà. Et donc la Russie, pour avoir une forte intervention dans tout type d'État, il faut que cela soit paraphé par un accord. Il faut matérialiser ça par un accord. C'est ce qui lui donne une sorte de jurisprudence pour pouvoir agir. En dehors de ça, vous ne verrez pas la Russie dans un État. Donc Paul Biya, il comprend que quand ça change en France, là, nous ici, au niveau de l'Afrique, quand ça change en France, nous au niveau de l'Afrique, c'est nous qui allons subir. Et comme le nouveau vent qui est en train de souffler est donc en faveur de la Russie et de tous ceux qui sont avec la Russie, dès maintenant, il faut que je m'engage, oui, fort, non pas avec un groupe militaire privé qu'on appelle Wagner, mais plutôt avec l'État russe. Vive la Russie de Poutine. Écrivez ça. Vive la Russie de Poutine. Quand on a dit que c'est Poutine qui a libéré, vous pensez qu'on est en train de jouer. Vive la Russie de Poutine. Alors, je lis rapidement. Le Cameroun et la Russie ont signé ce 12 avril un nouvel accord de coopération militaire. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a quitté Yaoundé la veille pour Moscou, c'est-à-dire le 11 avril, où il s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Shogun. Ce dernier, membre du premier cercle de Vladimir Poutine, qui a paraphé le document de 13 pages pour la Russie. Je donne maintenant les précisions du document. Un document stratégique dans lequel un accord militaire est défini entre la Russie et le Cameroun. Nous sommes en Afrique de l'Est. Nous ne sommes même pas encore, nous avons quitté l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique de l'Est. Vous savez très bien, il faut se débarrasser de toute la secte Boko Haram qui sévit déjà, qui est presque à deux doigts d'envahir pratiquement le Cameroun. Parce que vous savez que le Cameroun et le Nigeria, là où il y a la secte Boko Haram, aujourd'hui, constituent un moyen de pression immédiat sur le Cameroun. Il faut pouvoir s'en défaire. Et que ces sectes Boko Haram islamistes aujourd'hui qui existent sont le fait du néocolonialisme français. Et c'est ce que Paul Biya est en train de comprendre. Mais plus tard, je vais vous dire qu'est-ce qu'il court comme risque ou bien quelles sont ses chances de pouvoir s'en sortir. Ça, je vais vous en parler. Alors,
qui a paraphé le document de 13 pages pour la Russie. Le contenu de cet accord n'a pas été dévoilé par la présidence camerounaise, mais il ressemblerait à celui signé en 2015 avec la même fédération de Russie. Voilà. À l'époque, l'accord avait été conclu avec Alexandre Fomin, chargé de la coopération militaro-technique avec les armes étrangères et actuel vice-ministre de la Défense russe. Hein? Donc, vous voyez ici de façon explicite, le Cameroun qui s'affiche publiquement, qui s'affiche donc de façon officielle avec la Russie dans le cadre d'un accord de coopération militaire. Ce n'est pas Wagner. Donc, il faut anticiper. Puisque vous allez voir à un moment donné, je vous donne jusqu'à 72 heures, vous allez voir tout un acharnement des médias poubelles français venir autour de la question, c'est-à-dire l'accord militaire du Cameroun avec la Russie, venir tenter d'amplifier pour créer une sorte de campagne de diabolisation. Et c'est pourquoi le Cameroun eux-mêmes, par ses services de communication officiels, donne déjà la nouvelle. Écrivez vive Poutine. Oh, vous êtes en train de jouer là. Excusez-moi, moi j'ai déjà coupé carrément. Écrivez vive Poutine. Chers amis, voilà pourquoi nous, fédéral, Nazielou, sous le de Paris, et comment on les appelle, professeur Franklin Namsiwa Cameroun, Okosisi Baba Nicolo, tous les grands activistes politiques, nous on s'invite dans le conflit russo-ukrainien. Ah mais oui. Voilà pourquoi nous on s'invite dedans. Là où les grands se battent là, nous on choisit le camp qui nous est beaucoup favorable entre les grands qui se battent. Voilà pourquoi nous on s'invite, sinon on n'est pas blanc, on n'est pas européen. On a quoi à s'inviter dans un débat qui se passe entre les Européens. Mais ce qu'on gagne, en tant que panafricaniste, ce qu'on gagne, c'est le changement de paradigme. Le changement de paradigme qui va se traduire par ce qu'on appelle la ça veut dire la multi-sécularité, je veux dire des liens de coopération avec les différents États, par le respect des libertés et des droits fondamentaux. Voilà, nous allons sortir de l'hégémonie occidentale pour passer désormais à un monde multilatéral, comment on va dire ça? Un monde multipolaire, en fait. Voilà. Alors, nous, là, quand on passe d'un monde unipolaire à un monde multipolaire où chacun a un droit d'exister, a un droit de veto, de fait, mais Joe, toi, tu es africain, tu te ranges de quel côté? Donc, il n'y a que ceux qui sont à Abidjan. Quand il n'y a pas de ceux qui sont au pouvoir à Abidjan, il n'y a que ceux qui sont au pouvoir à Abidjan qui puissent dépeindre de façon négative la montée en puissance de Vladimir Poutine et donc de tous ceux qui l'accompagnent. C'est pourquoi ici, il faut voter Marine Le Pen. Ah oui, chers amis. C'est pourquoi il faut voter Marine Le Pen. C'est la fistine de Poutine. Marine Le Pen est la fistine de Poutine. Comprenez ça aujourd'hui. Parce qu'on ne fait pas la politique, on ne fait pas du suivisme moutonnier. Marine Le Pen est la fistine de Poutine. Voilà. Donc, voter aujourd'hui Marine Le Pen, c'est être favorable pour un changement de donne au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, posez-moi la question, est-ce que le pouvoir d'Abidjan va abdiquer? Est-ce qu'il va vouloir forcément libérer le plancher? Ne me demandez pas ça parce que je vais même... Quand il a acheté fusil, c'est pour
engager toute forme de résistance, ça vous le savez. On n'est pas en guerre, il n'y a rien. Ils ont acheté une flotte d'aviation la fois dernière. Ils se sont en train de s'équiper. Ils sont en train de réviser tous ceux qui sont encore en berne. Ça veut dire les supplétifs qui sont encore en berne. Ils sont en train de réviser tout ça. On commence à s'équiper. C'est pourquoi. C'est pour résister. Donc, les quelques jours après l'élection de Marine Le Pen à la tête de la République française, chers amis, nous allons sentir les effets, au niveau même, surtout déjà de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi le vieux là, nous on ne l'aime pas, on ne le supporte pas. Parce qu'il est au pouvoir déjà il y a plus de 38 ans, bientôt 40 ans. Nous, on n'est pas dans ça. Mais les dispositions qu'il vient de prendre arrangent la dynamique dans laquelle nous sommes. Donc il faut encourager le fait déjà que Paul Biya puisse ratifier un accord de coopération militaire avec la Russie. Et je ne finis même pas. Après le Cameroun, vous avez pu voir encore le Madagascar. Et ça, il fallait que je le souligne. Le Madagascar, effectivement, vient encore de ratifier un accord de coopération avec la Russie. Mon cher, bientôt nos enfants, nos petits-enfants vont parler russe. Je vous avais déjà dit ça plus tard. Je vous avais déjà dit ça des mois en avant. Nous, on voyait déjà la percée, la montée en puissance de la Russie pour déposséder la France de tous ses précarés. Donc, on est dans une sorte de dénazification de l'Afrique. Voilà. On est dans une sorte de démilitarisation, de dénazification de l'Afrique. Une sorte de démantèlement du néocolonialisme français dans les différents États, tenu près d'une centaine d'années par la France. C'est vers là qu'on va. Il n'y a que les seuls vassaux qui font le jeu encore d'Emmanuel Macron. Je vous le dis honnêtement, les sondages sont très clairs. Marine Le Pen sera la tête de la République française. Donc, chers amis, Digbo Dogué soit salué. Alors, il fallait que je vienne pour vous livrer, je vais parler comme le professeur Franklin Nyamsi, si vous êtes d'accord avec, pour vous livrer cette petite conférence. Voilà. Cette petite conférence à chaud, voilà, par rapport à la situation. Et que vous sachiez opter pour le choix relativement judicieux et que on doit mettre donc à votre disposition les pains spirituels de la liberté, comme le dit le professeur Franklin Nyamsi, de sorte que vous ayez une appréhension beaucoup plus, je vais dire, élargie de la situation qui se passe au niveau de l'international et de comprendre les enjeux, les retombées sur l'Afrique ouest, et je veux dire l'espace ouest africain. Voilà, c'est des choses que vous devez savoir. Alors, tel est donc l'objet de cette présente conférence, pour vous donner les moindres détails par rapport à cela. Il n'est pas question pour nous de mettre un bulletin de vote Le Pen dans des machins. Donc, chers amis, merci infiniment d'avoir participé à cette conférence. On est ensemble. Je voudrais ici soutenir le Mali. Je voudrais ici soutenir tous les différents États qui rentrent désormais en phase donc de résistance. Je voudrais ici féliciter le Grand Cameroun qui a compris la nécessité donc de s'affranchir du néocolonialisme français. Je voudrais ici féliciter même le Madagascar qui a compris et qui vient aussi de ratifier un accord. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui jusque-là fait la sourde oreille, mais ça va s'imposer. On l'espère bien, ça va s'imposer. Voilà. Alors, tous, le 24, pour Marine Le Pen, c'est le choix judicieux qui va nous permettre effectivement de sortir du joug de l'impérialisme. Merci infiniment, Johnson, Jack Lopez. Merci infiniment. J'ai vu tout à l'heure certains de mes gars qui ont porté un regard critique sur la situation au niveau du Mali. Sous les Paris, il était tout à l'heure en live. Comment il s'appelle? Le professeur Franklin Nyamsi a fait également apporter une critique sur la situation. Je suis revenu également pour porter un regard critique et je souhaiterais aussi que l'ensemble donc de tous les différents cyberactivistes puissent, selon leur niveau de sensibilité, puissent également dépeindre la situation et de présenter nettement tous les enjeux de la crise qui est en train d'être vécue au niveau donc de l'Ukraine et quels sont donc les impacts au niveau de nos différents États africains. Merci infiniment. Nazielou Lagourotte, merci infiniment d'avoir été là. On est ensemble.
Portez-vous bien. On va se retrouver très bientôt. C'est toujours le Fédéral 001. C'est pas autre chose. Activiste pro-Côte d'Ivoire, par extension panafricaniste, membre des Générations et Peuple Solidaire. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.